Moi, j'aurais très peur d'une définition globale. Si elle est globale, elle sera nécessairement floue, elle conviendra à n'importe quoi. Parce que finalement, le mot travail est tellement employé qu'on ne sait plus du tout ce qu'il signifie. Au contraire, moi, ce que je vous propose, c'est d'adopter une définition très restrictive, très précise. Et pour cela, de revenir à l'étymologie. L'étymologie, on la connaît, c'est un mot latin, le tripalium, et un tripalium, c'était un trépied. Et un trépied que l'on utilisait pour torturer soit des animaux, soit des hommes. Le travail, au départ, c'est la torture. Et d'ailleurs, il y a certaines expressions où c'est bien dans ce sens-là qu'on emploie le mot. La salle de travail, dans les cliniques d'accouchement, c'est l'endroit où la pauvre femme qui va accoucher va souffrir. Donc le travail, c'est la torture, c'est la souffrance. Et puis malheureusement, peu à peu, ce mot a été utilisé beaucoup plus largement. Alors moi, je vous propose de n'employer le mot travail, mais c'est une discipline pas facile à respecter, uniquement dans le cas d'un travail qui est une torture, qui est quelque chose d'imposé, auquel on se soumet. Alors à ce moment-là, on s'apercevra que bien sûr, moins il y a de travail, mieux ça vaut. Par exemple, un instituteur ne travaille pas. Un instituteur, c'est quelqu'un qui va dans une école, qui échange et qui, au fond, vit. Et à ce moment-là, ça n'est pas quelque chose de subi, ça n'est pas une torture. De même un acteur, de même, etc. Si bien que la plupart des gens pourraient dire que le plus souvent, ils ne travaillent pas, mais ils ont une activité. Et cela met tout de suite l'accent sur l'absence de travail, que l'on déplore souvent, alors qu'on devrait, au contraire, s'en réjouir. L'absence de travail est devenue l'absence d'une fonction, l'absence d'un rôle. Et je crois qu'il vaudrait beaucoup mieux représenter les fameux chômeurs comme des individus à qui on refuse l'accès à une fonction, l'accès à un rôle dans la société. Et on comprend mieux à ce moment-là que, effectivement, c'est la torture, c'est l'absence de travail pour eux. Il y a 17 000 ans, 20 000 ans, des hommes qui n'étaient pas encore civilisés, qui ne travaillaient pas, ont peint les grottes de Lascaux, les grottes d'Altamira, etc. Et en faisant ça, ils ont commencé à créer la civilisation. La civilisation, c'est justement commencer à regarder le monde autrement, à s'imaginer, ce qui est quand même une idée très étrange, qu'en peignant un bison sur le fond de la grotte, eh bien, on va intervenir sur le résultat de la chasse. Eh bien, ils ont commencé, et ça, c'était 5, 6, 10 000 ans avant l'invention de l'agriculture et donc l'invention du travail. Non, le travail n'est venu que bien après. Et en fait, le travail, pour moi, c'est un épisode dans l'histoire de l'humanité, un épisode qui aura duré une dizaine de milliers d'années et qui disparaîtra. Malheureusement, on s'y est un petit peu trop habitué et on a cru que c'était une nécessité. Mais non, le travail n'est pas une nécessité. Dans la nature, c'est un concept qui n'existe pas. Moi, je ne mettrais pas du tout le point de départ de la civilisation à l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Ça a été un certain progrès, mais enfin, c'était une direction un peu nouvelle. Mais la civilisation avait commencé bien avant. La civilisation, elle a commencé quand, par exemple, on a imaginé d'apprivoiser le feu. Ça, c'était un bond en avant extraordinaire. Le feu était un ennemi, c'est devenu un allié, c'est devenu un outil. Mais on ne travaille pas pour avoir du feu. On le surveille, on arrive de temps en temps à frotter des bouts de bois ou des cailloux les uns contre les autres pour provoquer du feu, mais ce n'est pas un travail. Et puis surtout une fois dans les grottes, quand on s'est bien réchauffé avec du feu, on s'est aperçu qu'on avait du temps libre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à peindre des bisons au fond de la grotte, à peindre même des mains humaines. C'est extraordinaire. C'est ça la civilisation. Ça n'a rien à voir avec le travail. Moi, je dirais qu'au contraire, la civilisation commence quand on s'aperçoit qu'on a du temps qu'il faudrait bien utiliser à faire des choses amusantes, comme de construire des images, comme d'inventer des contes, comme d'inventer des religions, comme de se mettre à faire de la poésie et de la peinture. C'est ça la civilisation. Au contraire, le travail, c'est vraiment une perversion dans cette activité civilisatrice. Échanger, ce n'est pas nécessairement le fruit de son travail. On peut échanger le fruit de ce qu'on a trouvé. Je suppose que quand on était chasseur-cueilleur, eh bien, on échangeait un animal contre un kilo de fruits, etc. C'était aussi un échange. Et ce n'était pas le résultat d'un travail. Aller à la chasse, ce n'est pas un travail. Cueillir des fruits, ce n'est pas un travail quand on se promène dans la forêt. Si bien que les véritables échanges n'étaient pas des échanges de choses que l'on avait produites. Ou alors, surtout, c'était des échanges d'idées. Et un échange d'idées, ce n'est pas du tout le fruit
d'un travail. Si bien que notre civilisation actuelle nous fait croire que les seuls biens à échanger sont ceux qu'on a produits. Non, les vrais biens à échanger sont des idées. Et ça, c'est tellement plus important. Avec surtout ce résultat que quand on échange des biens, eh bien, on ne crée rien. Tandis que quand on échange des idées, on crée. J'ai une idée, vous avez une idée, on se rencontre. Quand on aura échangé entre nous, nous aurons chacun 2 idées, chacun 3 idées, chacun 1000 idées. Tandis que j'ai 1 kilo de pommes, vous avez 1 kilo de cerises. On échange, à la sortie, on a toujours le même nombre de pommes et de cerises. L'échange des biens matériels est un échange qui ne produit pas, alors que l'échange des idées est un échange qui produit. On est loin du travail, on est en pleine civilisation. Les fameuses races dont on entend parler surtout au XIXe siècle, puis encore maintenant de temps en temps, sont des concepts définis à partir de l'apparence des gens. Alors bien sûr, il y a des gens à peau noire, des gens à peau blanche, etc. On avait cru pouvoir en faire des races, on s'aperçoit que ça n'a pas de sens. Mais il y a eu aussi une notion de race en décomposant l'humanité en différents groupes qui pouvaient paraître tout à fait hétérogènes. Au fond, il y avait ceux qui travaillaient par nature et ceux qui avaient le droit de ne pas travailler. Par exemple, parce qu'ils étaient des nobles, parce qu'ils avaient du sang réputé bleu, alors que les autres ont du sang que l'on constate bien être rouge. Finalement, il y a eu comme une espèce d'acceptation d'une fatalité que certains étaient faits pour ceci et d'autres étaient faits pour cela. Et ça se retrouve encore maintenant. Quand à l'école on dit « oh, celui-là il est fait pour être un manuel, celui-là il est fait pour être un intellectuel, celui-là il est fait pour être bon en maths, celui-là il est fait pour être bon en rien », eh bien cette vision-là, qui est l'acceptation d'une fatalité, elle ne correspond à rien de vrai. Si c'était vrai, il faudrait l'accepter, même si on trouve ça un peu déplaisant. Mais il se trouve que ça ne correspond à rien de vrai, sauf cas particulier pathologique. Il n'y a pas vraiment de fatalité. Et c'est contre cela qu'il faut lutter. L'acceptation d'une fatalité, d'une classification. Dès qu'il y a classification, il y a finalement un peu de racisme. Ce que je produis m'appartient, évidemment. Et puis je peux le donner, par conséquent, échanger. Mais le plus souvent, ce que j'ai produit, je l'ai produit avec plaisir et absolument donc sans torture et donc sans travail, si on accepte la définition qu'on a donnée au début. Si bien que je ne lirai pas du tout, moi, le travail à la possession. Tout au contraire, il se trouve que quand on va travailler à l'usine, et que c'est un véritable travail, une véritable torture, parce qu'on ne peut pas faire autrement, eh bien justement ce que l'on produit ne vous est pas donné. Il est donné au patron, il est donné à la société qui vous emploie, mais ce n'est pas vous. Et ça fait partie justement de la torture, de penser que ce que l'on a contribué à créer, à produire, eh bien, ne vous appartient pas. Je dirais qu'à partir du moment où on possède un bien parce qu'on l'a fait, le temps qu'on a mis à le faire, les efforts qu'on a mis pour le faire, vous voyez, j'évite le mot travail, eh bien, n'ont pas été du travail, n'ont pas été une torture. Et j'espère que peu à peu, on va entrer dans une société où effectivement, on dira à chacun ce que tu as produit. Par exemple, les idées que tu as produites, le livre que tu as, l'œuvre d'art que tu as fait, eh bien, elle t'appartient, mais elle t'appartient dans un sens, au fond, qui te permet tout simplement d'échanger. Car l'essentiel, c'est de comprendre que pour vivre, il faut échanger. Non pas seulement pour vivre matériellement, parce qu'il faut échanger des pommes de terre contre des beefsteaks, non, ça c'est un peu dérisoire. Mais pour vivre, il faut se construire. Il faut peu à peu devenir une personne. Et on ne peut devenir une personne que par l'échange. L'échange qui est justement la finalité même de l'appropriation, la finalité même de la production. Mais j'espère surtout qu'il n'y aura plus de travail du tout. Par conséquent, voilà qui sera concret. C'est une société où l'idée même d'aller travailler ne viendra plus à personne, puisqu'il y aura des robots pour faire ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Depuis un siècle, le nombre d'heures de travail nécessaires pour produire un quintal de blé ou pour produire une voiture, ce nombre a été divisé par 10, peut-être par 100 dans certaines conditions. Et par conséquent, il va bientôt tendre vers zéro, ce nombre d'heures de travail. Alors, il n'y aura plus de travail, qu'est-ce que l'on fera? À ce moment-là, il faut s'apercevoir que vraiment, ne plus avoir de travail est une bonne chose, à condition que ce soit remplacé par un certain projet humain. Quel peut être le projet humain? Quel est-il normalement? Eh bien, il suffit de se rendre compte
de ce que c'est qu'un homme. Un homme, c'est un animal, d'accord. Il est soumis aux mêmes contraintes que les autres animaux, d'accord. Mais il a quelque chose en plus. C'est qu'à partir de l'individu qui vient de naître, peu à peu va se construire une personne, c'est-à-dire quelqu'un de conscient et capable de choisir ce qu'il devient. Et pour construire cette personne, chacun a besoin de tous les autres. Et du coup, tout naturellement, eh bien, chacun va être considéré comme nécessaire. L'idée que certains sont en trop, tout simplement parce qu'on ne voyait en eux que des travailleurs et qu'il n'y a plus de travail, eh bien, cette idée-là est complètement monstrueuse. Or, nous sommes en train d'accepter qu'il y ait des gens dont on ne sait pas quoi faire. On les appelle des chômeurs. Et le pire pour eux, c'est pas de ne pas avoir de travail, c'est même pas de ne pas avoir de ressources. C'est d'être considérés comme des gens dont personne n'a besoin. C'est toujours, toujours, toujours faux. Ma vision, elle essaie d'être lucide. Et je me dis que quand on parle de demain, bien sûr, je ne prétends pas connaître demain, mais je peux essayer de décrire des demains possibles. Un des demains possibles, c'est la continuation de ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train finalement de donner le pouvoir à une catégorie de personnages parfaitement respectables, mais qui sont très dangereux, les banquiers. Qu'est-ce que c'est qu'un banquier? J'ai réfléchi et je me suis aperçu qu'un banquier était quelqu'un qui vendait des biens qu'il n'avait pas eu à produire. Un paysan produit du lait et vend le lait. Un artisan produit une armoire et vend l'armoire. Mais un banquier, qu'est-ce qu'il vous vend? Il vous vend finalement l'espoir que vous avez que pour vous, les choses vont s'arranger demain. En effet, il vous prête 1000 francs aujourd'hui et vous lui rendrez 1050 francs dans un an. Et les 50 francs supplémentaires, c'est en fait la valeur de l'espoir que vous aviez que vos affaires allaient s'arranger. C'est ça que vous vend le banquier. C'est pas très raisonnable, c'est pas très respectable finalement. Et ce que l'on peut espérer, c'est que les banquiers ne seront pas les guides de la société de demain. S'ils restent les guides, alors on va nécessairement faire une société où il y aura de plus en plus de gens dont on n'a pas besoin. Et dans ce livre, j'ai proposé un néologisme. Dans ce livre, ce seront des anthros, Z-A-N-T-R-O-S. Alors, être un anthro, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Et naturellement, quand on se croit en trop, on n'a que deux solutions, le suicide ou foutre le feu à tout. J'espère qu'on va y échapper à ça. Alors l'autre perspective, l'autre petite fable que j'ai proposée, c'est la victoire de l'humanitude. L'humanitude, c'est un mot que j'ai un peu pris à Senghor qui avait parlé de la négritude. Et la négritude, c'était la richesse apportée aux hommes par les gens en peau noire. Eh bien pour moi, l'humanitude, c'est la richesse apportée aux hommes, par tous les hommes. Et on peut espérer qu'on deviendra raisonnable et que peu à peu, justement, ayant complètement oublié la contrainte du travail, on se dira qu'il y a cette contrainte merveilleuse, cette possibilité merveilleuse, qui est de participer chacun à la construction des autres. Et cela, c'est sans fin. Et du coup, on aboutit à une extraordinaire définition de chacun. Qu'est-ce que je suis? Je suis les liens que je tisse. Ça n'est pas en me regardant que vous me connaissez. Ça n'est même pas en m'écoutant. Ce que je suis en profondeur, c'est les liens que je suis capable de tisser avec les autres. Nous sommes en train d'accepter ce monde-là. Et ce qui est pire aussi, encore, c'est que ceux qui en sont les victimes, ces fameux anthros, eh bien, ils commencent à l'accepter. Ils commencent à croire que c'est de leur faute. Et finalement, ils se contentent de ce qu'on leur donne. Et ce qu'on leur donne, bien sûr, c'est de quoi survivre. Et on leur donne surtout de quoi ne plus se poser de questions. Et on peut s'apercevoir que, hélas, le sport, la télévision, qui pourraient être des choses admirables, sont utilisées pour permettre à certains de se contenter d'une vie virtuelle. Alors bien sûr, ils n'ont pas assez d'argent pour aller au pôle Nord, mais le pôle Nord, ils le voient à la télé. Ils ne sont pas assez beaux pour épouser la princesse Caroline, mais à la télé, ils peuvent imaginer qu'ils l'épousent. Et puis surtout, ils ne sont pas assez forts ou ils ne sont pas assez adroits pour être des champions du foot ou du basket, mais ça ne fait rien. Ils regardent ça dans leurs pantoufles, ils voient ça à la télé, et puis même, ils s'enthousiasment pour les uns ou pour les autres, alors qu'au fond, ça leur échappe complètement. Le pire actuellement, c'est l'acceptation d'une vie virtuelle par un nombre de plus en plus grand de gens. Et il faudra donc provoquer un sursaut. Oui, de mes deux fables,
la fable triste, la victoire des banquiers, bien sûr, elle est la plus probable. Elle a déjà commencé. Mais j'espère qu'on peut obtenir un changement, une véritable révolution, une révolution non violente, qui nous permettra de comprendre que c'est l'autre fable qu'il faut absolument faire vivre. Qui peut faire cette révolution? Je les connais. Ce sont les instituteurs, ceux qui parlent aux enfants. Et il faut qu'ils disent aux enfants, n'acceptez jamais de vivre une vie virtuelle. Vivez une véritable vie, une vie qui vous permette de rencontrer les autres. Les vrais hommes et femmes politiques sont ceux qui ont du pouvoir. Avoir du pouvoir, c'est changer ce qu'il y a dans la tête des autres. Quand un homme politique bien connu parle, il y a des millions de personnes qui l'écoutent, mais personne ne l'entend. On sait d'avance ce qu'il va dire. Quand une institutrice parle à 25 gamins, elle est écoutée. Par conséquent, les hommes et les femmes qui ont le pouvoir, eux qui vont faire la vraie politique, ce sont les instituts. C'est à eux qu'il faut s'adresser pour essayer que demain soit vivable. Pourtant, c'est pas vrai. Ils ne sont pas désintéressés. Ils sont désintéressés du bac. Ils sont désintéressés de l'accumulation du savoir. Mais ils sont passionnés par la construction d'une compréhension du monde. Et quand je vais dans les écoles, je vous assure que ça m'est arrivé une seule fois, sur des dizaines et des dizaines, de rencontrer quelques enfants qui semblaient totalement inintéressés par tout ce que je pouvais leur dire. La plupart, au contraire, sont passionnés. Les enfants sont passionnés. Ils ont envie de vivre autrement. Mais ils savent bien, eux, alors que, en général, les grands maîtres de l'éducation nationale ne le savent pas, ils savent qu'ils vont à l'école non pas pour préparer des examens, mais pour construire leur personne. Et ils ont raison. L'erreur, c'est de croire qu'on va au lycée pour préparer le bac. Non, on va au lycée pour devenir intelligent et construire cette intelligence. Eh bien ça, les enfants le savent. Ils sont désintéressés des examens, mais ils sont intéressés de la construction de leur personne. On nous fait croire que la compétition est nécessaire. On nous fait croire que dans la nature, c'est elle qui a permis l'amélioration des espèces. Ça n'est pas du tout vrai. En fait, et en particulier dans la vie des hommes, la compétition est un poison. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est avoir un moteur en soi. Mais le moteur en soi, il n'est pas de vaincre contre l'autre, mais il est de vaincre contre soi. Et ça s'appelle non plus la compétition, mais l'émulation. Oui, il faut que je me compare à l'autre pour m'apercevoir que l'autre est meilleur que moi et que par conséquent, je peux faire des progrès. Mais ces progrès n'ont pas pour but de passer devant lui. Ils ont pour but de faire que je devienne meilleur que moi. Quand je cours, je n'ai pas à courir plus vite que Carl Lewis, j'ai à courir plus vite qu'Albert Jacquard. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus facile, vous me direz. C'est vrai, mais c'est ça que je dois avoir comme objectif. Eh bien, il faut que dès l'entrée dans les écoles, on explique aux enfants qu'ils ne sont pas là pour être meilleurs que les autres, mais pour utiliser au maximum le potentiel extraordinaire qu'il y a en eux. Eh bien, je crois que la révolution non violente que j'évoquais, c'est là qu'elle se situe. Faire comprendre aux enfants qu'il faut remplacer la compétition par l'émulation. Et on s'apercevra par exemple que tout dans le sport va changer. À quoi ça sert de vaincre? Ce qui compte, c'est de faire une belle partie. Et je n'arrive pas à accepter que l'on empoisonne l'esprit des enfants en leur faisant croire que l'important, c'est de l'emporter sur l'autre. Ils ont l'impression à ce moment-là que l'autre n'est qu'un obstacle, alors qu'il faut leur dire, parce que c'est la vérité, que l'autre est toujours une source. Le mot chômage, c'était un mot très positif il y a un siècle. Quand il y avait enfin un jour chômé, parce que c'était la Saint-Machin, tout le monde était content. Oh, chic, demain, c'est un jour chômé. Vive le chômage. Plus il y aura de jours chômés, mieux ça vaudra. Et puis, il y a eu ce renversement où le chômage est finalement une non-activité subie, de même que l'activité est subie. La clé, c'est justement dans le mot subir. Un homme n'est pas là pour subir. Et c'est vrai dans la nature. Les animaux subissent, bien sûr. Ils subissent toutes les contraintes de l'environnement. Les hommes ne subissent pas. Quand ils avaient froid, au départ, il y a très longtemps, ils grelottaient. Et puis un jour, ils ont inventé le feu et ils ne grelottent plus. Autrement dit, au lieu de subir, ils arrivent à vivre en fonction de ce qu'ils ont décidé. Eh bien, c'est vrai pour ce qu'on a appelé le travail. Quand il est subi, il faut le supprimer. C'est vrai aussi pour l'absence d'activité. Quand elle est subie, il faut la supprimer. Il faut donc avoir une société qui soit capable
et c'est pas difficile, de proposer une activité et 1000 activités à chacun. Alors, bien sûr, chacun choisira. Il y a ceux qui préfèrent chanter, il y a ceux qui préfèrent courir, il y a ceux qui préfèrent écrire des livres ou lire, peu importe, mais il y a vraiment de quoi s'occuper. La vie est si courte, on s'en aperçoit quand il n'en reste plus que quelques années d'espérance de vie. Alors, qui va faire le travail? Ben, j'y ai déjà pensé. Prenez l'exemple du ramassage des poubelles tous les matins. Effectivement, si on fait ça toute son année, des années entières, réellement, c'est pas drôle. Mais si on répartissait, imaginez qu'un professeur d'université soit obligé 2 ou 3 jours par an, pas beaucoup, d'aller ramasser les poubelles. Mais il serait très content. Bien sûr, ça l'embêterait de se lever à 5 heures du matin, ou même plus tôt. Mais au fond, ça serait une expérience au cours de son année. Et comme ça dure 2-3 jours, il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Autrement dit, ça serait un partage qui permettrait de transformer ce qui est un travail quand c'est contraint, quand c'est obligatoire, en une activité très ludique, quand on le fait de temps en temps. Et je dirais, tiens, dans un mois, j'ai mes 2-3 jours de ramassage des poubelles chic, je vais rencontrer un tel, je vais rencontrer des gens différents, je vais voir Paris, autrement que je ne le vois d'habitude, mais il serait joyeux. En tout cas, moi, j'étais volontaire pour aller ramasser les poubelles, à condition qu'on ne m'oblige pas à le faire toute ma vie, mais qu'on me dise, tiens, c'est ton tour, pendant 2 jours, c'est à toi. Pourquoi pas? Il y a un siècle ou deux, on expliquait qu'il y avait 2 sources à la dignité. Le travail pour les uns et la propriété pour les autres. Car les grands propriétaires, les grands nobles qui avaient des fortunes colossales, ils n'avaient pas besoin de travailler, mais ça suffisait. Du moment qu'ils avaient des propriétés, ils avaient le droit de vivre. Quant aux autres, ils devaient acquérir le droit de vivre en travaillant. Mais c'est une monstruosité à peu près équivalente à celle qui nous faisait croire qu'on pouvait accepter toutes les tortures dans cette vie et qu'on aurait une récompense plus tard dans l'au-delà. Non, il ne faut pas croire à ce genre de choses. C'est dans l'immédiat qu'il me faut comprendre que tous les hommes ont le même potentiel, ou des potentiels différents, mais en tout cas extraordinaires, et que ce n'est pas par le travail que je vais compenser le fait que je suis né sans propriété. Le propriétaire, finalement, n'est jamais que quelqu'un d'un peu abusif. Et le travail est une torture dont je peux me passer. Ma dignité, je la trouve en échangeant, et en échangeant de préférence des idées. L'économie n'est jamais qu'une espèce de façon de regarder le fonctionnement de la société en donnant une valeur à peu près à tout, mais à tout ce qui peut être marchandé. Alors effectivement, l'économie nous apprend quelle est la valeur d'un kilo de blé par rapport à une bicyclette. Mais l'économie est incapable de nous dire ce que ça vaut, ce que produit une infirmière en guérissant quelqu'un, ou ce que produit une institutrice en donnant de l'intelligence à un enfant. Et par conséquent, l'économie, au fond, ça m'est complètement égal, elle ne concerne que la part des activités humaines qui produit des biens marchandables. Or, cette part vient de diminuer de moitié. Au XVIIIe siècle, 97 ou 98% de l'activité des hommes produisait des biens marchandables, donc qui avaient une valeur, donc dont les économistes pouvaient s'occuper. Mais aujourd'hui, c'est moins de la moitié, et dans un demi-siècle, ça sera moins du quart. Autrement dit, le domaine où les raisonnements des économistes s'appliquent est un domaine qui est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Parlons d'autre chose, parlons de ce qui n'a pas de valeur marchande, mais qui a la véritable valeur humaine. Alors là, il faut rêver. Et pourquoi pas rêver? Il faut rêver en se disant, en se réveillant, on aura tous un programme, mais un programme qui ne sera pas imposé parce qu'il faut bien vivre, parce que ceci et cela, mais un programme qui tiendra compte des autres et dans lequel on va choisir. Et quand je pense chaque jour au choix que je suis obligé de faire, moi qui suis justement bénéficiaire de beaucoup de temps libre, je n'en ai jamais assez. Il y a tellement de choses qu'il faut que je fasse. Il faut que je termine un livre, il faut que j'en commence un autre, il faut que je rencontre un tel, il faut que j'aille à tel endroit, et puis j'aimerais tant prendre l'avion pour tel autre endroit, etc. La société du temps libre, c'est la société du choix personnel. Bien sûr, un choix qu'il faut rendre le moins égoïste possible, mais comme ce choix aboutit le plus souvent à rencontrer des autres, à rencontrer des regards, alors je deviens moi en regardant les autres.
Et c'est ça, la société du temps libre. Celle où on aura surtout le temps d'échanger des regards. Et puis, de temps en temps, des sourires. Et peut-être même encore mieux.